Je suis optimiste de nature, je suis un responsable public, un responsable politique, donc par définition je suis optimiste parce que je crois en la capacité des collectivités à trouver des solutions à leurs problèmes et je crois en la capacité du continent à trouver des solutions aux problèmes des jeunes. C'est vrai que de prime abord, quand on regarde la situation de la jeunesse aujourd'hui, servie par une démographie dynamique, donc des populations qui augmentent en quantité, sans forcément que la collectivité trouve les solutions appropriées aux problèmes d'eau, d'électricité, de santé, d'éducation, de formation, d'emploi. Quand on regarde aussi une situation où les jeunes sont de plus en plus frustrés par l'incapacité des politiques à répondre à leurs attentes, par aussi, il faut le reconnaître, une certaine mauvaise exemplarité des leaders, on explique un peu le repli, voire même la tentation des jeunes à basculer dans la violence, à basculer dans les attitudes extrêmes, destructrices. Mais en même temps, je le dis dans le livre à différents endroits, la jeunesse est d'abord une opportunité, c'est une force créatrice importante. C'est une capacité de production, c'est de la main-d'œuvre, c'est de l'énergie, c'est de la vigueur, c'est des intelligences. Et cette opportunité mérite d'être mise en valeur. Nous avons plusieurs pistes pour y arriver. Il y a certaines de ces pistes sur lesquelles je reviens dans le livre. Donc je suis optimiste, on peut le faire. Elle commence à l'avoir et c'est une bonne chose. Maintenant, faisons en sorte, nous devons tous travailler à ce que cette conscience politique ne soit pas récupérée, que cette conscience politique ne soit pas instrumentalisée, parce que nous, les politiques, nous sommes souvent redoutables dans l'instrumentalisation, dans la récupération. Vous avez parlé à juste titre du printemps arabe, mais si on voit ce qui s'est passé après, c'est qu'il a accouché de certaines situations qui ne sont pas vraiment des changements positifs. Et si on regarde la situation même du Burkina, on se rend compte que bon, il y a aussi là quelques conséquences qui ne sont pas forcément heureuses. Mais la conscience politique est indispensable au changement. Et l'organisation pour donner corps à cette conscience politique est aussi indispensable. Je pense qu'ici ou là, Filimbi, Yanamar et d'autres éléments sont des facteurs positifs qu'il faut encourager pour que nous ayons des prises de conscience sérieuses, véritables, durables, dans nos sociétés du point de vue des jeunes et que les leaders aient l'intelligence de travailler avec, de considérer cela comme un facteur positif plutôt comme une menace. Aujourd'hui, c'est plutôt considéré comme une menace parce que les jeunes revendiquent, les jeunes essayent d'obtenir le changement, souvent par des méthodes qui sont des méthodes compliquées et des méthodes assez dures. Donc les leaders voient tout cela comme une menace. Mais moi, je pense que cette vigueur doit être une opportunité. Mais cette opportunité, pour qu'on l'ait, pour qu'elle se transforme en acte concret, il faut qu'on fasse des efforts. Il faut qu'on soit exemplaire. Il faut qu'on ait une volonté d'engager un partenariat avec les jeunes dans le cadre de la confiance et du respect mutuel, mais aussi où chacun fait sa part du travail. Il faut qu'on ait une bonne gouvernance, la transparence, que les politiques soient mues par l'intérêt de satisfaire les plus nombreux, notamment les jeunes, et que nous engageons un certain nombre de changements dans notre façon de faire, dans notre façon de travailler avec les jeunes, qu'on les responsabilise, qu'on en fasse des acteurs plutôt que des instruments. Donc tout ça, je pense que ce sont des pistes. Ce n'est pas au-dessus de nos forces. Il faut avoir la volonté d'aller de l'avant. Exactement. Je disais, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a, celui qui a préfacé le livre, Fabrice Savignon, il disait justement quelque chose. Il dit, quand on regarde le monde aujourd'hui, ailleurs, en Occident, on voit des populations de plus en plus vieilles qui donnent leur confiance à des leaders de plus en plus jeunes. Il a cité l'exemple du Canada avec un Premier ministre qui n'a pas 40 ans, le Premier ministre d'Italie, le Premier ministre d'Hollande, donc des grands pays où la population est âgée, mais les leaders sont jeunes. Il dit, mais si on regarde l'Afrique, on voit une population jeune, mais des leaders qui sont vieux. C'est un paradoxe. Donc il faut qu'il y ait de la place donnée aux jeunes. Et il a dit aussi quelque chose qui est juste. Il dit, mais finalement, même en Afrique, même quand on donne la place aux jeunes, ce sont souvent des fils d'eux.
Il a cité l'exemple du président Kabila au Congo, l'exemple du président Faure au Togo, l'exemple du président Ali Bongo au Gabon, en disant, voilà, c'est pas forcément le changement qu'on souhaite. Sans porter de jugement sur ces chefs d'État, leurs actions et autres, mais c'est une réalité. Donc il faut que la jeunesse africaine, effectivement, continue le combat, le fasse de manière opiniâtre, en s'organisant, en s'armant de patience quelquefois, mais en étant résolu, pour que nous ayons des leaderships qui ne soient pas des leaderships hérités ou légués seulement, mais que nous ayons des véritables leaderships où les gens se construisent à la force du poignet, depuis le quartier, depuis la commune, et ils montent les différents échelons de la responsabilité jusqu'aux responsabilités les plus importantes dans nos pays. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est ce type de leadership qu'il faut encourager. Mais ça se fait dans le temps, et nous devons tous nous employer, puisque nous avons tous intérêt à avoir un renouvellement des générations politiques, à avoir des leaders de plus en plus neufs, mais des leaders qui le méritent et qui sont arrivés à être responsables parce qu'ils le méritent, non pas parce qu'ils s'appellent X ou Y. Vous avez plusieurs types de difficultés quand vous arrivez avec l'étiquette de jeune. C'est une réalité. Beaucoup de vos collègues, beaucoup de vos collaborateurs, beaucoup de ceux qui travaillent avec vous, souvent sous votre responsabilité, ont du mal à se faire à ce petit frère, à ce neveu, voire même à ce fils, qui est notre chef et qui nous donne des ordres. Bon, c'est à nous d'être suffisamment intelligents, de comprendre cela, parce que ce sont aussi notre culture, nos sociétés qui sont organisées comme ça. Donc c'est à nous de le comprendre et à être, je dirais, suffisamment flexible pour obtenir de nos subalternes ce que nous voulons sans forcément apparaître comme voilà, le jeune qui veut tout casser. Là, il y a ces difficultés qui, avec l'expérience, se gèrent. Vous avez aussi toujours un procès d'incompétence. On dit, oh, le jeune, il n'a pas d'expérience, il n'a pas de compétences, mais quand vous commencez à travailler, vous commencez à poser des actes, tout de suite on comprend que ce n'est pas un problème de compétence, mais l'expérience, toujours on en parle, comme si, bon, l'expérience, pour être ministre ou premier ministre, ça, avec la jeunesse, c'était rédhibitoire. Bon, donc ça, c'est des choses auxquelles on fait face, mais qu'on essaie de gérer. Autre difficulté, ce sont les lourdeurs administratives. Je l'ai dit plusieurs fois, entre le moment où on émet une idée dans l'administration, où on décide de mettre en œuvre une action, et le moment où l'action est perceptible sur le terrain, souvent il se passe plusieurs mois, voire même une année, quand on est résolu. Et quand on ne l'est pas, c'est plusieurs années qui se passent. Donc moi, personnellement, dans le cadre de mes fonctions de ministre et de Premier ministre, j'ai eu vraiment à déplorer cela. Je me suis battu contre ces lourdeurs. Mais il y a aussi des lourdeurs qui sont, ben voilà, c'est la légalité, c'est la loi, c'est comme ça. Pour qu'un projet passe au niveau d'un ministère, il faut des réunions de cabinet, il faut des réunions interministérielles, il faut convaincre tout le monde. Ça prend du temps. J'ai eu à faire face à ces difficultés. Mais ce sont des responsabilités qui sont passionnantes. Servir son pays à des niveaux aussi élevés, ça a été une chance. Et nous avons fait le mieux que nous avons pu. Et si jamais on a l'occasion de resservir de nouveau, on continuera à faire le mieux qu'on peut. Et puis après, d'autres viendront nous succéder et continueront dans la même direction. Les accords d'Alger, je n'étais pas là quand ils ont été signés, mais l'essentiel des négociations qui ont conduit aux accords d'Alger ont été faits sous ma responsabilité. Donc, je me considère un peu comme un père des accords d'Alger. J'ai composé les équipes gouvernementales qui sont allées aux négociations. J'ai supervisé semaine après semaine, pendant plus de 7 mois sur les 9 mois qui ont duré le processus. Donc, je peux les revendiquer et je pense que c'est des bons accords. Seulement, un accord aussi important, aussi parfait, n'est rien qu'un papier. Il faut avoir la volonté de l'appliquer. Dans l'application, nous avons eu des difficultés. Et nous avons des difficultés encore aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de conservatisme dans nos pays. C'est un accord de changement. C'est un accord de décentralisation. C'est un accord de remise en question de l'État tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et c'est là, beaucoup de conservatisme sont réticents à le mettre en œuvre. Donc nous avons déjà au niveau de l'État des difficultés parce qu'il y a beaucoup
d'acteurs qui ne sont pas d'accord, qu'il y ait beaucoup de décentralisation, qu'il y ait beaucoup de pouvoirs qui quittent le centre vers la périphérie, qu'il y ait des moyens qui quittent le centre vers la périphérie, parce qu'ils considèrent cela comme des moyens en moins ou des pouvoirs en moins. Donc ça fait des blocages à ce niveau. Nous avons aussi des blocages importants au niveau des groupes armés. Là, je l'ai dit plusieurs fois, beaucoup de responsables des groupes armés ne sont pas pour la paix. Parce que beaucoup vivent de l'insécurité, beaucoup vivent des trafics, beaucoup vivent de cette situation de chaos, d'absence de l'État. Même s'ils ont signé un accord, sur le terrain, ils feront tout pour le faire torpiller. Donc, à nous d'être suffisamment intelligents au niveau des autorités maliennes, de conduire un processus où on va obliger les uns et les autres à se déclarer. Soit on est dans la paix à 100%, soit on n'y est pas. Et qu'on dégage les priorités, qu'on fixe le cap et qu'on entraîne les autres acteurs. Je pense que le gouvernement malien, les autorités maliennes doivent faire plus d'efforts dans ce sens, être plus rapide et marquer plus facilement sa volonté afin que tout le monde puisse les suivre dans ce sens-là. C'est à ce leadership véritable du gouvernement aujourd'hui qu'il faut appeler. Sinon, on a perdu beaucoup de temps, malheureusement. Oh, je l'espère bien et je pense sincèrement que les habitants de Kidal ne demandent que ça. Si on faisait un véritable sondage à Kidal de manière objective, il y aurait beaucoup plus d'habitants qui seraient pour le Kidal malien à 100% que d'habitants qui réclameraient comme un état de rêve ou un état virtuel, comme on dit à Zawad. C'est une réalité. Donc, à nous maintenant de faire en sorte simplement que dans le cadre de l'accord de paix, que l'autorité de l'État soit réelle sur l'ensemble du pays, donc sur la ville de Kidal, que l'administration malienne soit présente et sécurisée sur l'ensemble du pays, du territoire, donc dans la ville de Kidal, dans la région de Kidal. Et ça, on le fait par la diplomatie, on le fait par un sens politique, par des initiatives pour conduire le processus. Il faut que le gouvernement malien et les autorités maliennes conduisent le processus, qui ne se mettent pas au même niveau que les groupes armés. Les groupes armés, ce sont des nationaux, c'est une frange de la population, c'est quelques personnes. Il faut les amener dans ce chemin ou qui disent clairement qu'ils ne sont pas concernés en ce moment, leur donner le traitement qu'il faut. Donc là, nous avons besoin de ce leadership et comme je l'ai dit au début de l'interview, je suis tout à fait optimiste sur la suite. Je pense que le meilleur est à venir en ce qui concerne le dossier du Nord et en particulier du dossier de Kidal. Je suis un homme politique qui est chef de parti, un parti qui a des ambitions, qui a été créé pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Et donc nous entendons bien évidemment avoir la chance d'exercer des responsabilités de nouveau dans notre pays. Responsabilités locales, puisque les responsabilités locales aujourd'hui, moi je le souhaite en tout cas, sont les plus importantes pour un pays. Et il faut qu'on aille dans ce sens. Et ensuite, responsabilité nationale, Inch'Allah. Ah, surtout pas, sinon j'abandonne la politique. Maintenant, est-ce que je serai candidat aux prochaines élections? Ça, nous verrons à quelques mois des prochaines élections. Aujourd'hui, nous sommes focalisés sur les élections locales. Nous allons nous battre pour avoir le maximum de positions si jamais ces élections sont organisées. Et nous souhaitons que ces élections soient organisées le plus tôt possible. À chaque jour suffit sa peine. Et je suis optimiste et pour le parti Yelema et pour les idées défendues par le parti Yelema, dont une bonne partie, en ce qui concerne la jeunesse en tout cas, se retrouve dans mon livre La jeunesse africaine, le grand défi à relever. Le principal défi, je pense, à mon avis, c'est de croire en soi. Le livre, je parle beaucoup, j'interpelle beaucoup les leaders. Ils doivent être exemplaires, doivent conduire les politiques appropriées, ils doivent donner le bon exemple, ils doivent placer la jeunesse au cœur de leurs préoccupations, mettre en œuvre des initiatives, c'est vrai, mais il faut que le jeune lui-même aussi, il se lève et se batte. Et pour se lever et se battre, il faut croire en soi, il faut croire en ses forces, il faut se dire que nous avons la capacité de soulever des montagnes. Je pense que croire et faire confiance en soi, c'est ce qui manque d'abord le plus aux jeunes africains de manière générale et en particulier aux jeunes maliens. Donc, si on croit en soi et si jamais on se bat, on essaye d'innover, de créer, malgré l'adversité qui est là,
je pense qu'en faisant des efforts, on peut arriver à des résultats importants. Pour moi, le grand défi, c'est que les jeunes Africains sachent qu'ils peuvent. Ils peuvent. D'autres l'ont fait avant eux. Prendre de bonnes initiatives, conduire des initiatives, diriger des initiatives, être exemplaires pour leurs amis et leurs collègues. Ils peuvent le faire. Et il faut aussi, de notre côté, de faire tout pour qu'ils y arrivent. Et pour notre part, on fera tout pour qu'ils croient encore en eux.